Chapitre 1. Anatomie de la résistance. La guerre sans front. La résistance française. La résistance, en 1944, était un organisme complexe et éclaté, formé de dizaines de mouvements et de groupes, souvent aux opinions politiques opposées, des communistes et socialistes aux gaullistes et nationalistes. Ils étaient unis par un objectif commun, la libération de la France de l'occupation nazie et du régime collaborationniste de Vichy. Les actions de la résistance étaient par nécessité asymétriques. Les maquisards, connus sous le nom de maquis, du mot corse, forêt, ne pouvaient pas affronter ouvertement les unités régulières de la Wehrmacht. Leur force résidait dans la connaissance du terrain, le soutien de la population locale et la tactique de la frappe et disparition. Leurs principaux domaines d'activité étaient clairement structurés. Sabotage, des attaques systématiques contre les nœuds ferroviaires, les ponts et les lignes de communication, afin de désorganiser le transfert des troupes et du matériel allemand, particulièrement crucial après le débarquement allié en Normandie. Renseignement et espionnage, la création de réseaux étendus, collectant des informations sur la disposition des unités, les mouvements de train et les défenses, pour les transmettre à Londres. Propagande et agitation. Des presses clandestines imprimaient des tracts et des journaux. Par exemple, Combat, maintenant le moral de la population et dénonçant la propagande nazie et vichiste. Actions armées, des embuscades contre les patrouilles, l'élimination d'officiers supérieurs et de représentants particulièrement brutaux de l'administration d'occupation. La région du Limousin, avec ses forêts denses et son relief vallonné, devint un terrain idéal pour les actions des maquis. Cependant, cette activité avait un prix. Le commandement allemand, et en particulier les unités SS, considérait toute manifestation de résistance non pas comme un acte de guerre légitime, mais comme du banditisme. En réponse, la pratique de la responsabilité collective fut introduite et durcie. L'ordre du haut commandement de la Wehrmacht du 16 septembre 1941 prescrivait l'exécution de 50 à 100 otages pour chaque soldat allemand tué. Cet ordre devint un guide d'action pour les unités punitives, créant un cercle vicieux de violence. Chaque opération réussie des partisans entraînait de nouvelles victimes parmi la population civile, ce qui, à son tour, radicalisait de nouveaux sympathisants de la résistance. C'est dans ce piège de la guerre totale que le village d'Oradour-sur-Glane fut pris. Chapitre 2. La chaîne de la répression, de l'embuscade à l'ordre. Au cœur de cette confrontation grandissante se trouvait l'Obersturmführer SS Helmut Kempfe, officier de la 3e compagnie du 1er bataillon du régiment Der Führer au sein de la 2e division blindée SS Das Reich. Cette division était une unité d'élite de la Waffen-SS, ayant une expérience sanglante des opérations punitives sur le front de l'Est, en Pologne et en Yougoslavie. Son commandant, le Gruppenführer SS Heinz Lammerding, était connu pour son impitoyabilité. Le 7 juin 1944, le lendemain du débarquement allié, Kempfe fut capturé dans une embuscade tendue par des partisans des FTP, francs-tireurs et partisans français, près de la ville de Saint-Junien. Selon une version, il circulait à vélo et était séparé de son convoi. Selon une autre, une voiture transportant des officiers était tombée dans un piège bien préparé. Pour les partisans, Kempfe n'était pas simplement un soldat allemand. C'était un officier SS, une partie de l'appareil répressif responsable des arrestations, des tortures et des exécutions. Dans des conditions de conspiration strictes et de menaces permanentes d'échec, il n'y avait ni le temps ni la possibilité de détenir un prisonnier de haut rang. Le jugement fut rapide et basé sur les lois de la guerre que les partisans eux-mêmes avaient établies. Helmut Kempfe fut exécuté. Pour la division SS Das Reich, déjà inquiète du débarquement allié et de l'activation des maquis dans ses arrières, cet événement fut un catalyseur. Le commandant du régiment, le Standartenführer SS Sylvester Stadler, reçut le rapport de la mort de Kempfe et, selon les témoignages des procès d'après-guerre, donna à son subordonné, le commandant Adolf Dickmann, l'ordre oral de mener une action de représailles exemplaire. Il fallait arrêter une trentaine d'otages,
qui devaient ensuite être fusillés si les coupables de la mort de Kempfe n'étaient pas retrouvés. Cependant, Dieckmann, agissant dans un climat de paranoïa et de cruauté caractéristique de sa formation, interpréta cet ordre à sa manière. Il décida de ne pas chercher de coupable spécifique, mais de porter un coup maximalement destructeur qui, selon son plan, devait une fois pour toutes dissuader la population locale de soutenir les partisans. Chapitre 3. L'encerclement. Un samedi en enfer. Le choix se porta sur Oradour-sur-Glane. Jusqu'à aujourd'hui, les historiens ne s'accordent pas sur la question de savoir s'il s'agissait d'une erreur fatale. À 30 km se trouvait le village d'Oradour-sur-Vayre, où les maquis étaient effectivement basés, ou d'un choix délibéré d'une cible plus facile, non défendue. Pour Dieckmann et ses hommes, cela n'avait pas d'importance. Le village devint un symbole abstrait de territoire ennemi, la population, un otage collectif. Le 10 juin 1944 fut une chaude journée d'été. Les habitants d'Oradour vaquaient à leurs occupations habituelles du samedi. Ils ignoraient la mort de Kempfe et ne soupçonnaient pas qu'ils étaient devenus des pions dans un jeu de répression cruel. Vers 14h, heure locale, le village fut encerclé par des transports de troupes blindées et des automobiles de la 3e compagnie du régiment Der Führer. Plus de 120 SS armés de mitraillettes, de mitrailleuses et de grenades à main agirent avec une froide efficacité. Toutes les voies de retraite étaient bloquées. Les soldats entrèrent dans les maisons et, d'un ton calme mais ferme, ordonnaient à tous les habitants, vieillards, femmes, enfants, de se rassembler sur la place du champ de foire pour une vérification des papiers. Pour donner une apparence de légitimité, il fut annoncé qu'une fouille était en cours en raison de la découverte de stocks d'armes provenant d'un dépôt local chez les partisans. Ce mensonge fonctionna. Toute résistance aurait été vaine et n'aurait provoqué qu'une répression immédiate. Le village, qui vivait une vie paisible une minute plus tôt, se transforma en un gigantesque camp de concentration sans mur. Sur les visages des gens, on lisait de l'anxiété et de l'incompréhension, mais pas encore une terreur absolue. Ils croyaient encore en la force de la bureaucratie et espéraient qu'après vérification, ils seraient renvoyés chez eux. Ils ignoraient que pour eux, il n'y avait plus de règles ni de procédures, seulement un verdict unique et définitif. Chapitre 4. L'anéantissement systématique, la mécanique du massacre. Lorsque toute la population, 190 hommes, 245 femmes et 207 enfants, fut sur la place, le scénario, répété sur le front de l'Est, fut mis en action. Les ordres de Dieckmann étaient donnés clairement. L'opération se déroula avec la méthodicité d'une chaîne de production mortifère. La première étape fut la séparation. Les hommes furent de séparer des femmes et des enfants. Cette manœuvre tactique poursuivait plusieurs objectifs. Priver de potentielle défense toute possibilité d'organiser une résistance, briser psychologiquement la volonté des gens en séparant les familles, et enfin, simplifier la tâche technique du meurtre de masse. Les hommes furent divisés en 6 groupes et emmenés sous escorte dans différents endroits du village, dans de grands garages, des granges et des hangars. Ces locaux avaient été préparés à l'avance. Les sols étaient jonchés de paille et de bois inflammables. Lorsque le dernier homme fut entré à l'intérieur, les SS ouvrirent le feu avec des mitrailleuses et des mitraillettes. Ils ne tiraient pas dans la tête, mais visaient délibérément les jambes. Le but n'était pas une mort instantanée, mais l'immobilisation des victimes et la création d'un tapis de corps qui brûlerait plus efficacement. Après les premières rafales, remplies de cris et de gémissements, les soldats lancèrent des grenades à main dans les granges, puis y mirent le feu. Ceux qui, par miracle, réussirent à s'échapper de l'enfer furent abattus à bout portant. Dans l'une des granges, seuls 6 hommes survécurent, réussissant à se cacher sous les corps de leurs camarades et à s'enfuir vers la forêt la plus proche sous le couvert de la fumée. Les femmes et les enfants furent traités avec une froideur tout aussi calculée. Ils furent poussés dans l'église en pierre de Notre-Dame. Lorsque plusieurs centaines de personnes furent à l'intérieur, les SS apportèrent et placèrent au centre de la nef une grande bombe incendiaire remplie de substances inflammables. Après son explosion,
un incendie infernal se déclara dans l'église. Affolés par l'horreur et l'asphyxie, les gens tentèrent de se sauver. Plusieurs hommes, à l'aide d'une échelle, tentèrent de s'échapper par l'une des fenêtres hautes, mais furent abattus par des rafales de mitraillettes venues de la rue. La seule porte latérale menant à la sacristie devint un piège. Lorsque la foule se rua vers elle, les SS ouvrirent un feu concentré sur l'embrasure de la porte. L'église brûla entièrement. Une seule femme, Marguerite Roufanche, survécut par miracle, réussissant à s'échapper par une fenêtre, protégée par les corps d'autres victimes. Le soir de ce jour, Oradour-sur-Glane, avec ses 642 habitants, cessa d'exister. Ce ne fut pas une action de vengeance spontanée, mais un anéantissement planifié, systématique. Un acte de terreur totale destiné à effacer de la surface de la terre non seulement les gens, mais aussi leur mémoire même. Chapitre 4. L'anéantissement systématique. La mécanique du massacre. Lorsque toute la population, 190 hommes, 245 femmes et 207 enfants, fut sur la place, le scénario, répété sur le front de l'Est, fut mis en action. Les ordres de Dieckmann étaient donnés clairement. L'opération se déroula avec la méthodicité d'une chaîne de production mortifère. La première étape fut la séparation. Les hommes furent de séparer des femmes et des enfants. Cette manœuvre tactique poursuivait plusieurs objectifs. Priver de potentielle défense toute possibilité d'organiser une résistance, briser psychologiquement la volonté des gens en séparant les familles, et enfin, simplifier la tâche technique du meurtre de masse. Les hommes furent divisés en 6 groupes et emmenés sous escorte dans différents endroits du village, dans de grands garages, des granges et des hangars. Ces locaux avaient été préparés à l'avance. Les sols étaient jonchés de paille et de bois inflammables. Lorsque le dernier homme fut entré à l'intérieur, les SS ouvrirent le feu avec des mitrailleuses et des mitraillettes. Ils ne tiraient pas dans la tête, mais visaient délibérément les jambes. Le but n'était pas une mort instantanée, mais l'immobilisation des victimes et la création d'un tapis de corps qui brûlerait plus efficacement. Après les premières rafales, remplies de cris et de gémissements, les soldats lancèrent des grenades à main dans les granges, puis y mirent le feu. Ceux qui, par miracle, réussirent à s'échapper de l'enfer furent abattus à bout portant. Dans l'une des granges, seuls 6 hommes survécurent, réussissant à se cacher sous les corps de leurs camarades et à s'enfuir vers la forêt la plus proche, sous le couvert de la fumée. Les femmes et les enfants furent traités avec une froideur tout aussi calculée. Ils furent poussés dans l'église en pierre de Notre-Dame. Lorsque plusieurs centaines de personnes furent à l'intérieur, les SS apportèrent et placèrent au centre de la nef une grande bombe incendiaire remplie de substances inflammables. Après son explosion, un incendie infernal se déclara dans l'église. Affolés par l'horreur et l'asphyxie, les gens tentèrent de se sauver. Plusieurs hommes, à l'aide d'une échelle, tentèrent de s'échapper par l'une des fenêtres hautes, mais furent abattus par des rafales de mitraillettes venues de la rue. La seule porte latérale menant à la sacristie devint un piège. Lorsque la foule se rua vers elle, les SS ouvrirent un feu concentré sur l'embrasure de la porte. L'église brûla entièrement. Une seule femme, Marguerite Roufanche, survécut par miracle, réussissant à s'échapper par une fenêtre, protégée par les corps d'autres victimes. Le soir de ce jour, Oradour-sur-Glane, avec ses 642 habitants, cessa d'exister. Ce ne fut pas une action de vengeance spontanée, mais un anéantissement planifié, systématique. Un acte de terreur totale destiné à effacer de la surface de la terre non seulement les gens, mais aussi leur mémoire même. Chapitre 5. L'écho d'Oradour. Mémoire et châtiment. Les ruines d'Oradour-sur-Glane furent préservées comme mémorial à l'initiative du général de Gaulle. Elles sont restées inchangées depuis 1944, des témoins silencieux de l'atrocité commise. Après la guerre, les autorités françaises organisèrent un procès à Bordeaux, 1953, qui révéla toute la complexité de punir les coupables. Sur 65 accusés, seulement 21 étaient allemands. Les autres étaient des Alsaciens, enrôlés de force dans la Wehrmacht, les malgré nous. Cela provoqua une scission dans l'opinion publique française.
Finalement, 2 Allemands furent fusillés, les autres reçurent diverses peines, mais beaucoup, dont Lammerding, qui fit après la guerre une carrière réussie en RFA, évitèrent toute sanction. Adolf Dickmann ne compara jamais devant un tribunal. Il fut tué en Normandie quelques semaines après le massacre. Oradour-sur-Glane est devenu le symbole non seulement de la barbarie nazie, mais aussi de la tragédie des populations civiles prises en otage dans la lutte entre l'occupant et le mouvement de résistance. Son histoire est un rappel éternel de la façon dont une idéologie fondée sur la supériorité et la haine peut méthodiquement et froidement anéantir l'humanité, transformant de simples soldats en bourreaux et des villages paisibles en champs de ruines. La mémoire du 10 juin 1944 est toujours vivante, exigeant des générations nouvelles non seulement le deuil, mais aussi la vigilance.